Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de la conformité du traitement des données en matière de gestion des RH par les entreprises avec Alan Walter, cofondateur du cabinet Walter Billet Avocat. Ensuite, Philippe-Henri Honegger, avocat au sein de Ruben et Associés, nous parlera de son ouvrage L'argument qui tue. Et enfin, Mohamed Gerbi, associé au sein de CDMF Avocat, nous parlera d'une activité interdite en copropriété qui constitue un trouble manifestement illicite. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside avec Alan Walter, associé fondateur de Walter Billet Avocat. Alan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, en quoi le traitement des données relatives aux salariés d'une entreprise peuvent-elles s'avérer contraires aux dispositions du RGPD? C'est vrai que c'est un sujet souvent, j'ai pas envie de dire négligé, mais qu'on ne priorise pas, parce qu'on a tendance à mettre l'accent sur l'aspect commercial et donc sur les bases clients, mais nos salariés sont également des personnes concernées par ces traitements de données à caractère personnel. Donc, il y a une obligation très stricte qui pèse sur le responsable de traitement, donc l'employeur, dans un premier temps, de les informer des traitements qui sont réalisés sur leurs données et de les informer de manière assez poussée. Quelles sont les données collectées, quelles en sont les finalités, qui sont les destinataires de ces données, comment est-ce qu'on les utilise. Et ça, c'est vraiment un sujet très important parce que le salarié doit être informé. Alors, c'est quel type de données? Je pense par exemple à l'affaire Amazon avec des données de productivité. Ça peut être quel type de données? Et alors, ça, c'est un sujet très intéressant que celui d'Amazon, parce qu'il y a cette information générale des salariés. Bien entendu, les employeurs traitent les coordonnées des personnes, pour certaines, effectivement, leur temps de travail, pour ceux qui auraient des horaires fixes, traitent les dossiers qu'elles sont amenées à traiter, mais aussi, éventuellement, d'une certaine mesure, à mesurer leur productivité, à voir, en fait, quelle est l'activité de ces personnes. Et ce qu'il est très important de garder à l'esprit, c'est que non seulement les salariés doivent en être informés, mais aussi ces traitements, ils doivent être justifiés, ils doivent être licites, et c'est en ça que la CNIL peut être amenée à les contrôler, et c'est ce qui a péché manifestement chez Amazon. Alors justement, vous évoquez la CNIL, on entend souvent parler des contrôles de données commerciales. Quid au niveau des données de gestion des RH? Alors, il est vrai que c'est un sujet qui est souvent mis de côté, parce que nous-mêmes, conseils de nombreuses personnes sujettes à des contrôles CNIL, souvent, la CNIL s'attache évidemment plutôt à des activités B2C, et donc aux fichiers clients. Et elle ne va pas rentrer en profondeur dans l'analyse des dossiers RH. Mais c'est un sujet qu'il ne faut pourtant pas négliger, et l'affaire Amazon nous le démontre, c'est nouveau, et c'est en ça que c'est très intéressant. Alors, quels sont les éléments que la CNIL est susceptible de vérifier lors de ces investigations? La CNIL a des pouvoirs très étendus. On est proche de pouvoirs de police ou de pouvoirs de douane. Donc, de manière générale, alors, ils vont pas arriver à 6 heures du matin et enfoncer votre porte, mais ils ont des pouvoirs extrêmement étendus. Ça va commencer par des questions. On va vous demander de produire vos documents de conformité. Registre des traitements, charte informatique, politique de confidentialité. Et ensuite, la CNIL vient toujours avec un de ses experts informatiques et ils vont être amenés à rentrer vraiment dans le cœur du système et à regarder vos bases de données, quelles sont les données traitées, comment elles sont traitées. Alors, comment, justement, les autorités comme la CNIL sont amenées à vérifier ces données? Alors, de manière très pratique, ça va se faire par... je dirais en deux volets. D'abord en interrogeant les personnes, et notamment le responsable informatique ou celui qui va gérer le système d'information ressources humaines, et en prélevant des données directement. La CNIL, quasi systématiquement, va demander un export des données. Alors, partiel ou complet selon la taille de la base. C'est pas négligeable. Mais c'est pas négligeable. On va vous demander un export des données, et la CNIL va vraiment regarder cet export dans le détail. Pour terminer, peut-être des bonnes pratiques en la matière?
Surtout, une grande transparence, c'est très important vis-à-vis des salariés. Donc jouer le jeu avec l'autorité qui vous contrôle. Alors, jouer le jeu avec la CNIL, jouer le jeu avec les salariés et ne pas hésiter à se remettre en question au jour le jour sur les pratiques de privacy by default et privacy by design. Et peut-être travailler en amont, justement, pour éviter un éventuel problème. Exactement. Toujours anticiper ces sujets-là, en fait, se poser la question dans le cadre d'un nouveau traitement ou d'une nouvelle fonctionnalité, ou en fait, de toute bonne idée, se demander comment il faut la mettre en œuvre. Pas s'il faut la mettre en œuvre, il faut toujours mettre en œuvre les bonnes idées, mais comment est-ce qu'on peut le faire correctement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, avec plaisir. On continue Lex Inside et je suis en compagnie de Philippe-Henri Honegger, auteur de L'argument qui tue, également avocat chez Ruben et Associés. Philippe-Henri Honegger, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cet ouvrage ? L'idée au départ, c'était de se dire, dans la vie de tous les jours, on communique tout le temps. Et on est surtout dans une société dans laquelle on communique beaucoup et dans laquelle on reçoit beaucoup d'informations. L'idée, c'était de mettre dans un livre toutes les techniques, toutes les méthodes qui permettent de mieux communiquer, de mieux faire passer ses idées et de mieux réussir à décrypter aussi les messages qu'on ressent en permanence. Il se trouve que ça, c'est une matière qui existe depuis très longtemps et qui s'appelle la rhétorique. Et donc le but, c'était de prendre 2500 ans d'histoire de la rhétorique, parce que c'est une matière très riche, qui a beaucoup d'histoire, et d'essayer de la rendre la plus accessible possible, en plus grand nombre, à travers un livre qui soit vraiment fait pour être lu facilement, compris facilement, et surtout utilisable facilement dans des situations concrètes du quotidien. Alors vous venez de dire un livre et une technique accessible au plus grand nombre. Concrètement, comment tout un chacun peut s'approprier ces techniques de rhétorique et construire un discours ? Déjà, en achetant le livre et en le lisant, dans lequel je donne vraiment toutes les techniques qui sont à la fois des techniques assez classiques, mais aussi des techniques qui sont à moi personnelles, parce que moi je suis avocat pénaliste, donc tous les jours je cherche à convaincre des gens, donc avec le temps j'ai mis en place des techniques. Mais de manière plus générale, ce que je développe dans le livre, c'est que pour réussir à convaincre, il faut réussir à être convaincu de ce qu'on dit. Contrairement à ce qu'on croit parfois en disant la rhétorique, c'est l'art de la manipulation, de bien mentir. Je pense que c'est exactement l'inverse. Mais que le travail de réussir à se convaincre soi-même est lui un travail très compliqué. C'est-à-dire Pourquoi c'est compliqué ? En fait, on peut facilement avoir une idée. Mais une idée, elle peut être mauvaise, elle peut être mal formulée, elle peut être mal exprimée à la fin. Tout le travail de la rhétorique, c'est justement d'apprendre aux gens comment est-ce qu'on forge des bonnes idées, et pas simplement des idées qui vous tombent dessus, mais il y a tout un travail pour réussir à forger une bonne idée. Une fois qu'on a forgé une bonne idée, comment est-ce qu'on arrive à la formuler de la bonne manière ? Parce qu'il y a plein de manières de dire les choses et il y en a certaines qui sont plus efficaces que d'autres. Et enfin, comment on l'exprime ? Et en fait, la rhétorique, c'est ça. Forger des idées, les transformer en arguments, parce que c'est grâce aux arguments qu'on arrive à convaincre, réussir à formuler, c'est-à-dire à donner vie à ces arguments et ensuite réussir à les exprimer. C'est ce qu'on appelle parfois l'éloquence. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés, sans tout dévoiler évidemment le contenu de votre livre, pour réussir un bon discours ? Il y a 3 clés, c'est d'ailleurs le premier chapitre de mon livre. Il y a 3 clés de la rhétorique, ce que les Grecs appelaient l'éthos, le pathos et le logos. En termes français, c'est la crédibilité, l'émotion et les informations. Souvent, quand on veut communiquer avec les gens, on se focalise sur le troisième, c'est-à-dire l'information, les mots qu'on va dire, comment on va exprimer ce qu'on a envie de le dire. Il se trouve que les 2 premiers, c'est-à-dire la crédibilité et l'émotion, sont peut-être les clés les plus importantes au-delà même de ce qu'on va dire. C'est-à-dire que pour réussir à convaincre les gens, il faut forger, il faut travailler sa crédibilité auprès de celui à qui on s'adresse, c'est-à-dire avoir l'air sympathique, être un peu spécialiste dans la matière, ou en tous les cas réussir à montrer pourquoi est-ce que ce qu'on dit est plus important que ce que disent les autres. Et puis la deuxième chose, c'est l'émotion. On vit dans une société dans laquelle on utilise souvent l'émotion un peu dans tous les sens, mais réussir à mobiliser des émotions sincères, réelles, pour exprimer ce qu'on va dire, c'est une clé qui est essentielle parce que ça va ouvrir l'attention de la personne à qui vous vous adressez pour qu'elle puisse recevoir le message que finalement vous allez délivrer. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité.
Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit ce Lex Inside et je suis en compagnie de Mohamed Gerbi, associé au sein du cabinet CDMF Avocat. Mohamed, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la Cour de cassation a décidé le 18 janvier dernier que l'exercice d'une activité expressément interdite par le règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite. Expliquez-nous. En quelques mots, effectivement, c'est une décision qui est extrêmement intéressante, mais si vous me permettez, Arnaud, je vous fais un petit préambule simplement sur le droit de la copropriété pour comprendre ou appréhender au plus simple cette décision. Un règlement de copropriété prévoit deux choses. D'une part, la destination des parties privatives et des parties communes, mais aussi les conditions de leur jouissance. Ça veut dire quoi, les conditions de jouissance? C'est dans quelles conditions vous pouvez, entre guillemets, exploiter votre bien. Bon, quand si c'est une habitation, normalement, il ne devrait pas avoir de difficulté, mais c'est ce qu'on va voir effectivement dans cette décision-là. Et c'est notamment l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, qui est un peu la Bible, hein, j'ai envie de dire, pour les praticiens du droit de la copropriété. Cet article 8 prévoit dans son principe qu'aucune restriction ne peut être portée dans la jouissance concernant les parties communes, mais que cela est un peu différent concernant les parties privatives, à savoir dans la mesure où il est nécessaire de respecter ce qu'on appelle la destination de l'immeuble. C'est pourquoi parfois dans certains règlements de copropriété, vous trouvez une mention qui prévoit immeuble à destination bourgeoise. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette espèce qui a été soumise effectivement aux juridictions de Nouméa, puis à la Cour de cassation, puisqu'un syndicat des copropriétaires, donc qui représente la collectivité des copropriétaires, a décidé d'assigner un copropriétaire qui, quant à lui, avait dans son logement, donc à jouissance privative, exercé une activité de fabrication d'achars. Alors, c'est une spécialité culinaire créole, ne m'en demandez pas plus, je m'abstiendrai effectivement de vous donner plus d'informations sur ce point, mais il procédait effectivement à la fabrication d'achars, et donc ils se sont soumis leurs difficultés plutôt à l'appréciation des juridictions de Nouméa, en disant: nous désirons effectivement faire cesser ce trouble manifestement illicite. Donc vous l'aurez compris, ils ont saisi les juridictions par la voie des référés. Il s'avère que tant le tribunal que la cour d'appel a estimé que dans leur rôle de magistrat de l'évidence, ils n'étaient pas en mesure d'apprécier le caractère ou le respect ou non-respect d'une disposition d'un règlement de copropriété. Par conséquent, on débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande de cessation de cette activité. Sauf que la Cour de cassation a rappelé, et c'est là l'enjeu même de cette décision, que le règlement de copropriété était tellement clair que la violation d'une de ces dispositions générer ce qu'on appelle un trouble manifestement illicite, et donc il était dans les possibilités des magistrats statuant en référé de constater cela à la lumière de l'ancien article 808 du Code de procédure civile, qui est devenu l'article 835 nouveau du Code de procédure civile. Est-ce que c'est une jurisprudence constante ? Alors, c'est une jurisprudence qui va dans la lignée de la force qu'a le règlement de copropriété. Tout à l'heure, je vous parlais de la Bible en disant la loi du 10 juillet 1965, mais si on faisait un parallèle, le règlement de copropriété est un document tout aussi solide. C'est, j'ai envie de dire, le socle, hein, les fondations de la copropriété d'un point de vue juridique. Donc effectivement, ça renforce une fois de plus l'aspect légal, hein, et l'aspect imposition de cet écrit à l'ensemble des copropriétaires. Alors, quelles sont les bonnes pratiques que vous recommandez en la matière ? Deux pratiques différentes, si je peux me permettre. Vous avez deux cas qui entraînent ces difficultés. Le premier cas, effectivement, lorsque vous achetez un bien immobilier à destination de la location. Donc, vous serez un bailleur, propriétaire-bailleur. Effectivement, il faut toujours vérifier que le règlement de copropriété vous permet éventuellement, que ce soit un local à usage commercial ou un local à usage d'habitation, permet éventuellement de prévoir l'exercice de plusieurs activités pour votre locataire. Ça, j'ai envie de dire, c'est la phase amiable. C'est-à-dire que vous avez effectivement fait attention avant l'acquisition à ce règlement de copropriété. La deuxième phase, c'est une fois que vous avez acquis et que vous êtes dans la situation où votre locataire, par exemple, ou vous-même, voulez exploiter une activité et que vous n'êtes pas en mesure
parce que le règlement de copropriété vous l'interdit. Dans ce cas-là, vous avez soit la possibilité effectivement de faire changer les dispositions du règlement de copropriété par le biais d'une assemblée générale. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est pas un document qui est fixe malgré ce qu'on croit. C'est un document qui évolue tant avec l'évolution du secteur où se trouve le bien, mais aussi avec la loi. Donc il faut, en tant que copropriétaire, soumettre cette disposition au vote de l'Assemblée. Exactement, vous avez parfaitement compris, on soumet. Bon, si c'est voté pour, tout va bien. Si c'est voté contre, il y a toujours des mécanismes comme l'abus de majorité parfois, ce qui arrive pour effectivement se défendre et parvenir à jouir de son bien de la manière la plus absolue possible. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.